Bien, eh bien, écoutez, nous nous retrouvons donc avec les membres de la commission des lois, et je salue la présence de mon collègue Alexandra Louis, peut-être que d'autres députés nous rejoindront, sur les auditions concernant la proposition de loi, comme vous le savez, sur la protection des lanceurs d'alerte. Nous avons le plaisir d'auditionner Transparency International. Monsieur Patrick Lefebvre, Lefebvre, c'est ça, Patrick Lefebvre, vous êtes magistrat à la Cour des comptes, président du Comité national d'organisation de l'intérêt social et président de Transparency France. Vous vous êtes mobilisé, Transparency s'est mobilisé sur la thématique des lanceurs d'alerte. Vous êtes accompagné par une fidèle de nos travaux en matière de lancement d'alerte. Donc, je vais vous laisser faire une présentation que vous souhaitez peut-être en préambule. L'idée étant vraiment de vous exprimer, et je vous remercie pour le communiqué de presse que vous avez fait, enfin de travailler maintenant sur le détail du texte, de ce que vous en pensez et de la façon dont vous pensez qu'il doit évoluer. Alors, on a une petite tradition, c'est de commencer par une déclaration en base d'intérêt. C'est peut-être moins pertinent, mais enfin, pour la règle à tout le monde, qui est de dire si vous savez, il y a des sujets rapportés à notre connaissance de liens d'intérêt que vous souhaiteriez partager sur la thématique des lanceurs d'alerte. Dans votre cas, vu votre pédigré, Monsieur le Président, bon, allons-y quand même, mais si vous pouviez tous les deux simplement préciser s'il y a des liens d'intérêt particuliers que vous souhaitiez souligner au début de cette intervention. Je vous laisserai directement la parole. Merci beaucoup. Alors, en termes, je pense qu'on a le droit d'enlever le masque si on le souhaite. Oui, c'est pour la clarté. Je pense que c'est mieux, effectivement. Oui, puis on Merci. Alors, donc, pour répondre à la question des liens d'intérêt, c'est une chose dont nous sommes extrêmement sensibles. Ils sont très, très directement sur le site de Transparency. Et dans d'autres enceintes, vous avez mentionné le Comité national d'organisation sanitaire et sociale. C'est une déclaration qui est mise à jour très régulièrement, qui a un élément de. Je n'en vois pas au titre de cette audition touchant la problématique des lanceurs d'alerte. Merci beaucoup. Alors, de la même façon, j'apporterai peut-être juste une précision qui est que je suis aujourd'hui présidente en tant que déléguée générale de Transparency France et que je suis également, au titre de Transparency, coprésidente de la maison de lanceurs d'alerte qui va une audition de cet après-midi. C'est ça. Donc, je n'ai plus une casquette. Très bien, je vous remercie beaucoup pour ces précisions. Alors, nous écoutons peut-être comme vous l'avez dit, puis après, une session de travail vraiment en détail. Bon, d'abord, je voulais vous remercier chaleureusement de nous laisser cette opportunité. Les consultations que vous faites, d'abord, ont le grand avantage d'être disponibles sur le site, donc on a pu les écouter, les analyser, donc c'est une matière tout à fait riche. Et donc, je pense même que c'est exemplaire dans la manière de travailler pour l'élaboration de la loi. Nous sommes très heureux que cette proposition de loi soit inscrite dans la fin de la législature, ce qui n'est pas très simple compte tenu de la période de l'année de cette législature dans laquelle on se trouve. Je crois qu'il faut aussi saluer tout le travail que vous avez fait avec la société civile, TI, mais aussi d'autres associations qui sont partie prenante dans la lutte contre la corruption et pour la probité. Et donc, merci encore de cette occasion. La protection du lanceur d'alerte est pour nous une pièce essentielle de la politique publique de prévention de la corruption. Et nous avons une question dans un papier qui était avant que votre proposition de loi nous soit déposée, qui mettait bien en exergue les points d'attention. Pour nous, si je les résume, il me semble qu'il est important d'avoir un dispositif de protection solide du lanceur d'alerte et l'origine tout au long de la procédure, y compris financièrement. C'est une question à laquelle, évidemment, parce que dans toute proposition doit parler de financement, c'est un problème, donc il faut voir comment on le traite et éventuellement comment ça peut être envoyé à d'autres vecteurs législatifs. Deuxièmement, il est important de rendre effectifs les canaux internes des entreprises.
ce qui doit aller jusqu'à la sanction en cas de non-conformité. Il faut aussi protéger les référents, peut-être un statut de salarié protégé dans les entreprises, le droit du travail s'applique. Troisièmement, il faut affirmer le rôle direct de défenseur des droits dès le début de la procédure et tout au long de celle-ci, parce que c'est vraiment son statut qui est garanti dans la Constitution et par la loi organique, je crois, crée les conditions pour qu'il soit la pièce maîtresse, un peu la tour de contrôle, et que donc il y ait une saisine dès le signalement qui finalement garantissent aux lanceurs d'alerte de protection ultérieure et la bonne communication avec les autorités compétentes. Il faut enfin mettre en place un fonds de soutien. Il y a plusieurs options possibles. Nous l'avions évoqué dans notre papier, c'est soit en faire un élément d'un programme existant. Le programme 218 pourrait être très bien conduite et pilotage des politiques économiques et financières, donc il y a aussi celui qui est utilisé pour la FA, et rattaché à Bercy, on a plus de chances que les crédits soient protégés. Ça peut être aussi la création d'une amende pour non mise en place de plan de prévention de la corruption. Ça peut être un dispositif de protection qui pourrait en fait se brancher sur ce qui existe, c'est le fonds de garantie des victimes, donc la commission civile, et voilà, il est doté du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme et des autres infractions, est doté de 705 millions d'euros en 2020. Je n'ai pas vérifié le chiffre sur le PLF 2021, mais voilà. Et en fait, c'est adossé, la recette, c'est sur les contrats d'assurance de biens. Donc, je trouve que réfléchir à un mécanisme qui assure effectivement la protection, on sait bien depuis la décision du Conseil constitutionnel que ça ne peut pas être en fait le défenseur des droits qui a la main sur ce financement, mais je pense qu'il faut réfléchir en fait à un mécanisme. Vous ne pouvez pas le traiter, je pense, dans la PPL sans vous exposer à la constitutionnalité, donc la cavalier budgétaire, mais je pense qu'il y a en fait une matière à peut-être renvoyer un dispositif. Et si on renvoie à un dispositif existant, c'est relativement plus facile, me semble-t-il. Voilà, c'est ça les éléments généraux pour nous. Et après, on est à votre disposition pour examiner article par article les points d'interrogation. Bon, le texte me paraît très bien, mais il y a peut-être encore une marge d'amélioration ou en tout cas de précision sur certaines formulations. Et je suis à votre disposition pour en. Alors, effectivement, je sais pas. Alors, nous, effectivement, on a plusieurs sujets. Je laisse la parole à Alexandra. Plusieurs sujets que nous avons toujours une très longue veille de travail au Conseil d'État hier, qui attirait notre attention sur plusieurs risques constitutionnels. Celui que vous avez évoqué sur le financement est avéré. Donc, le choix que l'on retient, c'est plutôt de dire que c'est qu'il y a un mécanisme en deux temps. D'abord, une protection contre les représailles en elles-mêmes, puis une réponse aux procédures Bayon. Et sur ce deuxième point, donc sur le premier point, on a mis, j'ai envie de dire, un arsenal pénal donc extrêmement puissant contre ceux qui se lancent dans des représailles contre le sort de l'air. On avait des discussions d'ailleurs avec Alexandra pour savoir si on avait trouvé le bon dosage et peut-être qu'on réajustera exactement le calibrage qu'on propose. Et puis, deuxième sujet sur les procédures Bayon, le mieux qu'on ait trouvé, et je pense que c'est le plus malin et le plus résistant, c'est de dire, pour faire court, le juge, à bref délai, fait supporter les coûts de la défense à l'attaque. Pour faire court. L'idée étant que vous avez une procédure de diffamation en cours, une deuxième qui arrive, une troisième, le juge peut dire, mais attendez, là, mais clairement dans une situation qui envers ce lanceur d'alerte qui relève de la procédure Bayon, puisque
surveillons longtemps quand même une multiplicité de procédures pour ensevelir le lanceur d'alerte d'une tonne de procédures auxquelles il ne peut pas répondre. Dès lors qu'à la deuxième ou troisième procédure, le juge aurait effectivement tranché que les coûts sont supportés par l'attaque, c'est un caractère aussi dissuasif puisque la quatrième est même cause pour les mêmes effets et très fois que le juge est la même décision. Donc, je pense que alors, au départ, on avait évalué beaucoup d'autres pistes, en droit canadien qui est très agressif, on peut arrêter les procédures. En droit français, c'est pas possible. La Constitution protège le droit d'aller en justice. Donc, ça voudrait dire arrêter une procédure. Donc, c'est impossible. Donc, la meilleure solution qu'on a trouvée, c'est celle-là. C'est vraiment à bref délai, donc pas à la fin de la procédure, mais à bref délai, le juge qui statue pour faire peser l'avocat de la défense sur l'attaque. Ces provisions, dans le mécanisme de mise en place de provisions, pourront rester acquises, quelle que soit l'issue, aux lanceurs d'alerte, mais évidemment, tout ça dépend de la décision de justice. Donc, je pense que c'est le meilleur équilibre qu'on a trouvé. Donc, on se heurtait à la fois des problèmes constitutionnels, si on voulait créer les fonds, on avait trouvé une terminologie un peu différente, et puis à une somme de problèmes qui sont quand même complexes à évaluer, parce que dans quelles circonstances et quelles règles de gestion pour un fonds, on voit sur les victimes du terrorisme, voilà, toute une machinerie pour ça. Moi, je pense que si on préserve le lanceur d'alerte, d'une part, en limitant les représailles, après chaque représailles peut avoir un effet, bien sûr, mais en limitant les représailles avec du pénal, puisque maintenant c'est clairement listé par la directive, les représailles possibles, par exemple, d'un employeur vers un lanceur d'alerte, c'est bien plus que le licenciement, ça peut être même ce placard, etc. Et si on règle le problème, en tout cas on donne au juge la possibilité à bref délai, on demande au juge de statuer à bref délai sur la possibilité de se faire défendre au dépend de l'attaque, on résout de la façon, je pense, la plus résistante pour le Conseil constitutionnel après, le sujet financier. Après, il y a un troisième volet qui pourra être là, au passage, personnellement, je crois beaucoup aussi à la société civile, c'est-à-dire que les fonds de protection avec le monde associatif, j'y crois personnellement beaucoup plus, quitte à ce qu'ils soient dotés des fonds publics. J'y crois beaucoup plus parce que voilà, certaines associations, non seulement la capacité d'évaluation, mais il y a une certaine transparence et de faire en sorte que ce soit au-dessus de tout soupçon quant à l'aide qu'ils peuvent apporter, qui sera peut-être plus souple, plus agile et plus efficace que des fonds directement gérés par une autorité qui devrait du coup créer tout un arsenal extrêmement complexe dans sa prise de décision pour justifier chacune de ces positions. En tout cas, voilà le dispositif. Moi, je le trouve dans ces trois composantes très, très bien. Je pense que la protection contre les représailles est absolument essentielle. Je crois que c'est un manque de la loi actuelle. Deuxièmement, la réponse au post-Paillon, je pense que la prise en charge de la défense est un élément, mais la situation n'est pas, peut être en fait assez vite dramatique pour le lanceur d'alerte. Il peut se trouver dans une situation financièrement très, très, très délicate. Et c'est non seulement il y a une pression de l'entité qui le rejette, mais en plus, il y a du jour au lendemain, en fait, on peut perdre son emploi. Les avantages, c'est qu'il y a plus insidieux. Création de primes, voilà, un placard. Ça, c'est des enjeux qui, psychologiquement, sont très difficiles à vivre. Est-ce qu'il ne faut pas aussi réfléchir, parce que nous, d'expérience, en matière de contentieux, on était ONG, donc en matière de contentieux sur les biens mal acquis, mon antéprédécesseur, le Bègue, a vu une plainte en diffamation prospérer devant lui. Donc, l'automaticité de la mise en examen quand il y a diffamation fait que voilà, le réquisitoire, c'est une mise en examen.
faut pas réfléchir, il faut le référer en réalité. Et peut-être, je ne sais pas si ce point-là, vous l'avez discuté avec le Conseil d'État, puisque l'avantage du référé liberté, c'est qu'on peut intervenir sous le coup de l'urgence, et donc c'est en fait très protecteur des droits de la personne. Mais tout ne relève pas du droit administratif. Il y aura des choses qui reviendront devant les prud'hommes, devant le tribunal de commerce, devant le juge civil, etc. Voilà. Donc, moi, je pense qu'on a un sujet qui est si la personne est mise en examen pour une diffamation, c'est très compliqué à gérer psychologiquement parce que du jour au lendemain, c'est quasiment automatique. Et nous, on a vu ça face au clan Sassou Nguesso, au clan Obiang. Donc, c'est de puissantes organisations avec des défenses d'avocats chevronnés. Donc, c'est pas très simple. Donc, voilà, je voulais appeler votre attention sur ce fait. Parce que être attaqué en diffamation, personne n'empêchera d'être attaqué en diffamation. C'est un droit d'aller en justice, encore une fois. On ne pourra pas empêcher quelqu'un d'attaquer en diffamation. Oui, mais si on dit, mettons, le défenseur des droits a été alerté dans cette procédure, hein, si le défenseur d'alerte a veillé à ce que le défenseur des droits soit dans la boucle, lui a la capacité de dire au juge devant s'il y a une chambre correctionnelle, c'est décidé à Paris, attention, il y a un sujet, situer ça dans le contexte. Et oui, que de ne pas avoir, et ça, il faut en fait avoir la capacité de saisir le procureur de la République. Le défenseur des droits a évidemment cette capacité-là. Voilà. Donc, je pense que ce n'est pas évidemment le penchant naturel, fait que le droit d'essai en justice, dans le cas d'espèce, parce qu'il y a une espèce d'automaticité de la plainte en diffamation, je trouve qu'il faut réfléchir à quelque chose de plus. Voilà. Mais je n'ai pas à ce stade la solution. Je pense que ça serait de revenir sur l'automaticité en pareil cas, c'est ça? C'est en fait de pouvoir avoir une procédure de référé en disant, en fait, il y a un référé urgence parce que je vais être mis en diffamation, alors qu'en réalité, je suis dans une autre procédure, qui est la procédure qui est protégée par la loi. Normalement, le procureur de la République, s'il fait bien son métier, dans ce cas d'espèce, il va vérifier avant de de faire son existoire. Mais voilà, il faut passer par en tout cas, le lanceur d'alerte aura une arme en plus qu'il n'a pas aujourd'hui, c'est que le défenseur des droits pourra statuer, donner un avis écrit, argumenté sur le fait qu'il le reconnaît comme étant en situation d'être lanceur d'alerte. Ce qui éclaire la décision du juge, bien sûr. N'est-ce pas, on est bien d'accord, ce n'est pas un document qui crée un statut juridique, qu'un appel, etc. C'est simplement, d'abord, ça prouve la bonne foi, parce que personne ne pourra attester de la mauvaise foi de quelqu'un qui sait le dire par le défenseur des droits, qui est lanceur d'alerte, puisqu'il faut rappeler quand même que c'est une notion importante dans tout le processus judiciaire, et puis ça éclairera pas à pas les décisions du juge, qui, en amont et pas seulement en aval, pourra avoir un œil extérieur, une autorité indépendante qui établira que la situation, que les circonstances que relèvent du cas de lanceur d'alerte. Ce qui pour nous est important parce que autant on ne veut pas en faire un outil juridique qui se substituerait en quelque façon que ce soit à une décision d'un juge, autant il est important que ce soit très en amont dans le processus et pas qu'on soit au bout de 3 ans, quand les filles ont été éloignées une fois et qu'on dit finalement vous étiez lanceur d'alerte. C'est évidemment. Donc pour nous, c'est très important d'avoir ce rôle spécifique de défenseur des droits. Mais il faut bien verrouiller par rapport à un système qui est en fait la protection de la liberté d'opinion, donc certaines limites. Donc ce droit est un droit constitutionnel et il y a cette automaticité qui fait que le juge, ce n'est pas une instance collégiale, c'est le juge qui vous met automatiquement en examen sur la base du réquisitoire, donc même pas interrogé. Et puis, ce sera jugé ultérieurement. Et si c'est à Paris, ce sera jugé longtemps après. Voilà. Donc,
Ça, je pense qu'il faut quand même l'intégrer. Hein. Voilà. Ouais. Très bien, très très bien, c'est noté. Vous avez évoqué aussi la non-conformité. Alors, vous savez que pour le canal interne, l'idée pour nous étant de dire, maintenant il y a une grosse différence par rapport aux avant, si on vote la proposition de loi, c'est qu'il y a une concurrence naturelle qui est à discrétion du lanceur d'alerte, qui s'exerce entre le canal interne et le canal externe. Que si une entreprise met en place un canal interne qui visiblement n'est pas fiable, n'est pas sûr, est défaillant, la sanction entre guillemets première et immédiate, c'est tout à sortir directement à l'extérieur. Et qu'une entreprise, je pense, et le monde économique, je pense, se dira très vite qu'il a intérêt, comme il le fait d'ailleurs sur le harcèlement ou sur des sujets graves, le harcèlement sexuel ou le harcèlement moral, plus souvent maintenant des lignes anonymes gérées par exemple des avocats ou un cabinet extérieur, etc. Donc, il a intérêt à créer un canal interne performant. Et ça, je crois que c'est la meilleure chose. Deuxième sujet sur le canal interne, on met en place la logique de consultation des partenaires sociaux. Je crois beaucoup de ce dialogue-là. Certains voudraient plutôt contenir un rôle d'information. Personnellement, je pense qu'il est important de demander un avis aux partenaires sociaux, d'abord pour qu'ils étudient le sujet et qu'ils prennent position, plutôt que de suivre une information en écoutant simplement ce qui est prévu. Je ne pense pas qu'il faut contraindre plus que ça, mais je pense que l'entreprise doit décider sur la base d'un avis. Et après, quel que soit l'avis, il peut décider effectivement de prendre ses décisions, mais en tout cas, l'avis des partenaires sociaux peut éclairer sur telle ou telle lacune. Et je sais que beaucoup de dirigeants d'entreprise ont à cœur de prendre en compte les remarques qui peuvent être faites, parce que l'entreprise et le monde économique, c'est très intéressant dans les échanges que j'ai, se rendent compte, après, certains ont une réaction épidermique sur le sujet, enfin, beaucoup se rendent compte que c'est dans leur propre intérêt. Parce que les lanceurs d'alerte, ils défendent l'institution à laquelle ils appartiennent en premier lieu, puisqu'ils alertent sur des dérives par rapport au droit. Et que donc, ils allègent en ce faisant. En tout cas, plus le système sera performant, plus l'entreprise est à l'abri d'entorses à droite à gauche qui soient pas forcément sous son contrôle et sous l'attention du directeur général d'ailleurs. Donc, je pense que j'ai été chef d'entreprise et je crois que de bonne foi, beaucoup de chefs d'entreprise viseront à mettre en place un canal interne efficace. Ils y auront tout intérêt. Après, si l'entreprise choisit de ne pas mettre en place un canal interne, alors là, ma lecture du droit, c'est qu'on peut faire exactement comme si l'entreprise refuse de mettre en place des partenaires sociaux. On va voir le juge, on dit je suis lanceur d'alerte, je dois faire une alerte, il n'y a pas de canal interne. Et là, le juge d'évidence prendra une décision qui pourrait me sembler extrême dans le cas où l'entreprise oublie d'organiser des élections pour le gouvernement personnel et pénalité journalière. Le juge prendra une solution qu'il faut pour que le canal interne soit sur une place. Voilà, donc ça c'est sur le canal interne, ça vous paraît ça me paraît très, très bien. Parce que d'abord, pour nous, c'est aussi de l'accompagnement des entreprises. Local, parce que dans oui, bien sûr. Ça me paraît essentiel de mettre l'accent sur le fait que c'est automatique. Il faut mettre en place ce canal interne. Il faut qu'il soit sécurisé, qu'il réponde à des règles en temps réel. Aussi, quelque chose qui doit pouvoir le faire et ça doit être traité. Donc, c'est à la fois l'outil et l'obligation en fait, de traiter l'information, le signalement, avec des garanties de sécurité maximale vis-à-vis de la personne, quel que soit le fait que la personne mette en cause. Tout mettre en cause un fonctionnement stratégique qui touche aux dirigeants d'entreprise, tout ça peut donc, ça, c'est essentiel. L'outil et le traitement et le retour sur la suite des données au signalement, ce qui se passe dans un laps de temps relativement court. Le rôle des partenaires sociaux, moi, ça me paraît très, très bien parce que, voilà, dans les organisations, le problème, c'est que les organisations syndicales ne sont pas présentes
la même intensité, l'univers répartition. Donc, il faut peut-être prévoir un système de, c'est pas nécessairement des OS, mais des représentants du personnel, qui en fait est un statut de protection. Voilà. Mais plus le mécanisme sera en fait, si vous voulez, l'enjeu pour l'entreprise, c'est sa réputation. Ouais, Et ça, c'est très important. Et les actionnaires détestent. Parce que ça a nécessairement des conséquences. Donc, je pense que l'éthique des affaires fait que nécessairement, ils vont, je pense, le plus grand nombre, se conformer à ces destinations. Donc, au point, et j'espère que ça contribuera participera à l'idée de dire que voilà, le lanceur d'alerte est aussi un défenseur sur l'institution en dénonçant, en mettant à jour ce qui ne va pas, ce qui ne va pas conformément. Et c'est quand même la meilleure façon de protéger l'institution que, voilà, que de mettre en lumière des sanctions morales qu'il faut brûler. Bien, donc sur ça, très bien. J'avais une question relative à votre association et son rôle sur l'ensemble de ces sujets. Est-ce que vous pouvez nous laisser un peu quelques éléments de la façon dont vous voyez votre rôle aujourd'hui, peut-être dont vous voyez dans les années à venir. J'ai la conviction que, d'une part, la thématique des lanceurs d'alerte prend de l'ampleur en tant qu'activité avec une scène aujourd'hui, beaucoup d'autres, beaucoup moins médiatiques, mais tout aussi importants. J'ai aussi la conviction qu'on va apporter une loi sur la protection des présidents bénévoles d'associations qui était très exposée en droit français. Ils sont beaucoup depuis le 2 juillet, la promulgation de la loi, que le monde associatif a un rôle majeur à jouer. Et vous avez vu notamment qu'on reconnaît la fonction de personne facilitatrice, personne morale, pour répondre à une demande qui a été exprimée par de nombreuses associations. Sur la possibilité d'accompagner un lanceur d'alerte. Voilà, je voudrais un peu peut-être, si vous pouviez partager vos actions actuelles et vos orientations, vos réflexions sur votre rôle en tant qu'acteur associatif important sur cette thématique. Donc nous, schématiquement, on a 3 volets d'action. Le volet plaidoyer, et on travaille sur lutte contre la corruption, contre le blanchiment, la fraude fiscale, en liaison avec la plateforme contre les paradis fiscaux. Et transparence de la vie publique, donc tout ce qui est cette éthique. À ce titre-là, nous sommes agréés auprès de la HATVP, comme nous bénéficions d'un agrément qui est renouvelable tous les 3 ans auprès du ministère de la Justice pour tester en justice, pour exercer des droits de partie civile. Le premier volet, c'est plaidoyer. Ça nous prend beaucoup, mais il nous semble qu'il y a des bases pour améliorer les choses, poser les sujets, par exemple, les campagnes présidentielles, c'est un sujet que nous voudrions voir un petit peu plus dans le débat présidentiel que la campagne présidentielle. Deuxième volet, c'est aussi notre caractéristique, un peu notre ADN, c'est qu'on est en accompagnement, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la mort aux pêcheurs, mais on souhaite accompagner les entreprises qui se conforment aux engagements de notre charte. On a une trentaine d'entreprises qui nous font confiance. On a maintenant eu bientôt une vingtaine de grandes collectivités territoriales qui nous ont rejoints. Donc, c'est échanger les bonnes pratiques, voilà, les faire travailler là-dessus. Ça, c'est un travail essentiel. Et on veut le développer maintenant du côté des fondations et les grandes associations du monde de l'économie sociale. Après, le troisième volet pour nous, c'est l'action contentieuse. Mais l'action contentieuse, ce n'est pas une finalité en soi. L'action contentieuse, c'est choisir de manière exemplaire des dossiers qui vont faire progresser le plaidoyer. Et c'est dans cet esprit-là que nous exerçons les droits de partie civile. Nous étions dans le procès Guérini parce que c'était pour nous emblématique. On est dans les différents procès maintenant qui s'égrènent sur les biens mal acquis. On vient d'ailleurs se voir octroyer des dommages et intérêts. Donc, ça a une réalité très concrète, puisque comme ça, les frais que nous engageons sont, quand on obtient une satisfaction, se trouvent recouvrés, compensés
c'est ce que nous avons fait sur. Donc ça, c'est les trois grands volets. Donc il nous semble qu'il y a beaucoup de choses à faire encore aujourd'hui, qui était d'abord de préserver l'acquis de la loi Sapin 2. Nous étions quand même assez inquiets de voir les coups de canif qui étaient portés, pour ne pas dire plus, au PNF. C'est pour ça qu'on n'aimait pas trop la PPL bovin, et surtout à la Commission judiciaire d'intérêt public, avec laquelle on a porté en réalité auprès du Parlement dans la phase de négociation de la loi Sapin 2. On croit à cette démarche-là, à condition que le procureur de le PNF conserve en fait lui seul l'initiative. Il n'y a pas d'automaticité à l'identification. Ça doit correspondre à un certain nombre de conditions. Donc, on est inquiet des risques de recul qu'il y a sur certains sujets. Et on veut surtout aller de l'avant parce que ne pas revenir sur le passé au motif qu'il y a eu des affaires politico-judiciaires. Ça ne nous paraît pas sain de remettre en cause le rôle de la fin, le rôle du PNF. C'est pour ça que nous sommes montés au créneau la question de l'enquête préliminaire ou sur la question du secret des avocats dans la loi de l'instruction judiciaire. Voilà. Donc, notre objectif est de porter ces dossiers, de porter aussi des dossiers de Parlement européen. Nous avons auditionné avec Regard Citoyen et Anticor par la présidente de la commission des lois et monsieur. Oui, c'est ça. Il y a 2 jours. Voilà, sur le bilan qu'on peut faire de ces lois de confiance, il y a incontestablement d'énormes avancées, mais il reste quand même encore un certain nombre de choses à faire, notamment en ce qui concerne l'open data et l'accès aux éléments essentiels de données permettant aux organisations de la société civile de faire sortir des dossiers, des difficultés. Et dans le débat, si vous voulez, aujourd'hui au plan international, dans la lutte contre la corruption, il nous semble que le modèle français mérite d'être défendu et promu, parce que c'est un modèle qui repose sur 2 pieds. Le premier, c'est le volet préventif, et le deuxième, c'est le volet répressif. Le système anglo-saxon ignore le volet préventif. Or, c'est un outil essentiel, et derrière, la traduction, c'est le registre des bénéficiaires effectifs. Et ça, dans le paquet de la lutte contre le blanchiment, c'est un enjeu essentiel. La Commission européenne a présenté un ensemble de textes dans la lutte contre le blanchiment qui me semble important de porter. Je crois que la présidence française le fera dans le cadre du semestre prochain. Et donc, ça, c'est un aspect qui est en fait essentiel, c'est l'accès à ces données. Et donc, c'est la levée du secret des bénéficiaires effectifs qui se réfugient très facilement derrière des sociétés étranges successives. Dans la lutte contre la corruption, vous êtes très vite en difficulté si vous ne pouvez pas avoir accès à qui sont les bénéficiaires effectifs. Et nous, évidemment, on est assez attentifs dans le dossier de Yamalaki là-dessus. Voilà, donc c'est ça qu'on veut porter. Financement d'appui des campagnes électorales. Il y a un certain nombre d'enseignements à tirer du côté des suites, en fait. Même si celui-ci n'a pas encore fait puisqu'il y a une d'appel. On veut mettre sur la table tous ces sujets-là. Et nous sommes en fait. Je ne peux pas vous aider à faire cela sur votre Mac. Ah. Est-ce que ceux qui sont à distance nous entendent toujours? Oui. Oui. Bon, très bien. Oui, allez-y. Voilà, non, mais j'avais fini. Et donc, je pense que ce sont des dossiers qui doivent être portés, disons, autour de l'éthique. Ce qui résume tout, c'est l'éthique des affaires, l'éthique de la société civile, l'éthique des institutions publiques, et qu'on a une pédagogie aussi vis-à-vis de l'affaire, vis-à-vis des citoyens, de façon à considérer que voilà, c'est un peu facile de dire tous pourris, alors qu'en réalité, ce qu'on met en place est quelque chose assez exemplaire, et donc j'ai cru comprendre que
l'OCDE, dans son évaluation de la Convention sur les 20, la Convention 97, va donner un coup de chapeau très significatif aux efforts législatifs qui ont été faits depuis sa dernière évaluation. Ça, je trouve que c'est très encourageant. Et ce sera, j'espère, une matière qui permettra de remonter dans le classement de l'indice de perception de la corruption que vous avez mentionné. Alors, j'avais une question, puisque vous avez parlé de transparence, sur les notions de secret qui font partie de la situation. Alors, on a 5 secrets qui sont définis dans le texte. Sur un secret médical, sur la défense, le secret des avocats, le secret de l'instruction, le secret de l'enquête. On fait une avancée qui pour moi est importante, qui est de dire que dès lors que le droit prévoit des exceptions à ces secrets, alors le champ pour les lanceurs d'alerte s'ouvre. Ce qui me semble très cohérent, parce que ça nous permet de travailler sur l'état de droit actuel, mais aussi les évolutions. Je n'ai aucun doute que la notion de secret va évoluer dans notre société et que cette façon de mettre en œuvre permet de rebondir sur toutes les évolutions qui se feront dans ces 5 domaines dans les années à venir, dans les décennies à venir. Et autant, pour moi, il n'était pas question dans la VPL de dire, tiens, parce que certains me disent, il faut mettre aucun secret, ça n'a aucun sens. J'en parlais avec des journalistes, si on mettait aucun secret sur les cadre de ces lanceurs d'alerte, ça veut dire qu'ils auraient même plus de liberté qu'un journaliste. Tout ça n'aurait aucun sens. Le secret entre l'avocat et son client, le secret entre... voilà, cette notion de secret, il faut l'accepter. En revanche, pour moi, il était important de dire que les dérogations prévues par la loi s'ouvriront de facto au champ possible pour les lanceurs d'alerte. Donc, sur cette notion de secret, qui est toujours délicate à manier, évidemment, surtout pour la transparence, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre positionnement? On a eu aussi des débats entre députés intergroupes. Il y avait, j'ai envie de dire, une unanimité résolue pour se dire non, mais le secret de l'instruction, il est trop bafoué, etc. Mais on ne peut pas au secret de l'enquête. On ne peut pas juste dire on fait une alerte, on fait un milieu de l'enquête, et puis pas de problème, je suis lanceur d'alerte. Enfin, cette notion de secret, elle est à la fois dérangeante, peut-être pas des abus, et c'est en ça qu'on peut se dire vigilant, et à la fois elle est constitutive de notre droit en général et elle est protectrice par le secret médical, par le secret, encore une fois, on a vu tout à l'heure entre l'avocat et son client. Voilà. Donc, quelle est un peu votre position là-dessus? Est-ce que le fait d'abord d'avoir ces 5 secrets et d'avoir un dispositif qui dit dès lors que le droit prévoit ou prévoira dans l'avenir une dérogation à ces secrets, alors les lanceurs d'alerte pourront s'y investir pleinement dans le cadre de cette dérogation. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est une voie raisonnable? Est-ce que vous êtes opposé au titre comment vous positionnez? Alors, aucun problème avec la rédaction telle qu'elle est là. Ne serait-ce que parce que si je prends le cas du secret de la défense nationale, en fait, celui-ci est susceptible d'être adopté par la commission du secret. Et donc, il y a notamment une implantation assez forte de se réfugier derrière les documents classifiés. Et comme le ministère des Armées, on a tendance à tout classifier, assez vite, ça vient en limite. Donc, je pense qu'il est important qu'il y ait l'incidence de dire, à l'exception des situations par la loi, donc ça, c'est bien. Ce qui n'est pas dans sapin 2. Qui n'est pas dans sapin 2. Pour le reste, les 2 points sur lesquels on a des interrogations, moi notamment en tant que magistrat, c'est le secret des délibérations judiciaires. C'est le cœur du statut de magistrat. C'est un principe général du droit. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on a l'inéligibilité. Donc, on voit bien qu'il est protégé. Donc, qu'est-il besoin de le préciser? Ça donne un peu l'impression que, du coup, Sapin 2 était dans une situation pas suffisamment protectrice vis-à-vis de ce droit. Donc, moi, ça me gêne. Quant au secret de... Et ça ne gêne pas quand on fond.
au fond, vous êtes d'accord pour le fait que ça doit être exclu du champ des lanceurs d'alerte? Je pose précisément la question, parce que c'est complexe. À mon avis, enfin, le lanceur d'alerte ne doit pas exciter le fait qu'un tel a pris telle position dans la délibération. Voilà, donc ça doit être respecté, donc il doit être exclu du domaine d'action de lanceur d'alerte. Oui, On peut dire exactement. en sens, Oui. Et pour moi, il est dans le droit. Pardon, excusez-moi. Il est dans le droit. C'est un principe général de droit. Donc il y a. Oui, donc il s'applique au lanceur d'alerte comme à tout le monde. Comme à tout le monde. Mais ça ne veut pas qu'il s'applique aussi au lanceur Ah, d'alerte. bien sûr, ça le paraît. c'est que le fait que ça soit dans le texte, ça pouvait vouloir dire que finalement. Ça y était pas. Ça y était pas préalablement. Voilà, voilà. En même temps, il faut voir que précision. Oui, vous avez un argument qui est dans la directive. Donc, voilà, donc on peut le mettre. Et moi, je suis un peu, si vous voulez, choqué de voir cela, parce que voilà, c'est un principe absolu. Oui, et donc comme un petit peu plus que le moins. Vous étiez en micro tout à l'heure, je précise. Donc, vous, sur le fond, vous êtes d'accord que ce secret doit être exclu du champ des lanceurs d'alerte, mais exclu du champ de tout le monde. Exactement. Voilà. Après, sur la rédaction et sur le fait, l'opportunité d'écrire comme ça ou pas, c'est un autre sujet. Sur le fond. Alors, on a plus Sur le secret d'instruction, ça c'est un peu plus dur. Parce qu'en fait, il subit des exceptions nombreuses. Voilà. Oui, alors des exceptions au secret d'instruction, voilà, qui du coup sont ouvertes. Ah ben voilà, exactement. Dès lors que ça a été levé, le lanceur de l'alerte y a accès. Il y a accès comme n'importe quelle partie civile. Voilà. D'accord, très bien. Bien, écoutez, c'est très clair. Merci beaucoup. Je ne sais pas si. Est-ce qu'on avait des points particuliers à évoquer Moi, j'en avais un. Oui, allez-y, vous en faites, bien sûr. Dans justement le grand 1 de l'article 6, on s'interrogeait sur la mention sans contrepartie financière directe. Parce que quand vous la lisez, ça veut dire que la contrepartie financière indirecte est permise. Et donc, je trouve que revenir sur ce qui était dans le texte S1.2, qui était quand même très clair, c'était de manière désintéressée et de bonne foi, on a pour nous la jurisprudence, notamment de la Cour de cassation, qui a décliné les problématiques voilà, on est dans le cas de malhonnêteté, donc elle a développé les critères. Et donc, il n'est pas question de rentrer dans des logiques où on rémunérerait le lanceur d'alerte comme un aviseur par rapport aux douaniers, les chasseurs de primes américaines. Ça, c'est pas dans le droit français. C'est pas dans le droit français de faire marchandise de son corps. C'est le même niveau d'éthique qui peut l'emporter. Mais la rédaction ne nous semblait pas finalement très heureuse parce qu'elle n'a pas donné le sentiment que voilà, il peut y avoir une partie indirecte. Oui. Alors ça, c'est très intéressant parce que nous, on a souhaité être le protecteur du lanceur d'alerte en se disant qu'il y avait un risque dans cette définition de désintéressé et que si pour une raison ou une autre, vous êtes discuté avec votre employeur pour plein de raisons, alors on peut dire que vous n'êtes plus vraiment désintéressé quand vous le chargez. Et que du coup, on s'est dit, cette situation-là doit être clarifiée parce que ça donne une brèche à l'attaque qui est énorme en disant non, mais tout ça, c'est en fait, vous n'étiez pas du tout désintéressé. Vous aviez intérêt, d'ailleurs, vous aviez écrit que votre employeur est machin truc, donc vous étiez en conflit réel avec votre employeur, et donc vous n'êtes plus désintéressé, indépendamment même des représailles qu'on peut se faire après. Donc ça pourrait être décrédibilisé, et en fait, pour moi, dire ah oui, c'est vrai, il n'était pas désintéressé, il était en conflit ouvert, il a été au prud'homme, il y avait une affaire au prud'homme en gros. Et puis vous êtes au prud'homme parce que je ne sais pas quoi, vous n'avez pas respecté vos horaires, ou quoi. Et indépendamment de ça, vous devenez, voilà, parce que vous êtes désintéressé. Pour nous, on a voulu éteindre ce risque-là.
Et donc, on l'a fait dans un esprit protecteur des lanceurs d'alerte sur cette notion de désintéressement qui me semblait risquée. Mais peut-être que ce n'est pas votre tour. Peut-être que. C'est-à-dire, moi, j'appelle votre attention sur la jurisprudence qui paraît assez claire. Je cite en particulier la décision du 9 janvier 2020 de la Cour d'appel d'Amiens et l'arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2020. Et donc, on décline les faits dénoncés qui sont, il faut vérifier qu'en fait, les faits dénoncés sont rapportés avec honnêteté et loyauté, hors de toute malveillance et de manière désintéressée. Voilà. Et donc, l'arrêt de la Cour de cassation, c'était en fait un cas où savoir ce qui pouvait être retenu par le juge. Et la Cour de cassation a dit seul un élément de crime peut être retenu par le juge pour qualifier le salarié de lanceur d'alerte et lui accorder la protection qui est attachée à son statut. Voilà. Donc, je vous demande, moi, je ne suis pas un. Oui, je pense que c'est un éclairage qu'il faut avoir, parce que le texte Sapin 2 était. Il n'y a pas eu de conflit, en fait, de jurisprudence, il était assez vite, ça s'est imposé au juge, et le juge sait exactement ce que veut dire de mauvaise foi et désintéressé. Enfin, c'est ça. Intéressé de mauvaise foi. Après, le fait que la jurisprudence peut évoluer, est-ce qu'on n'a pas intérêt justement à clarifier le texte pour éviter d'éventuelles modifications de la jurisprudence à venir et d'avoir quelque chose de peut-être plus stable et plus protecteur de lanceurs d'alerte? Moi, je pense que j'appelle votre attention là-dessus. Moi, ça ne fait pas Oui, un point, en tout cas direct. Oui, c'est peut-être le mot direct. Il faut, sans contrepartie financière. moi, je ne mettrais pas direct. C'est vrai qu'il peut y avoir une interprétation directe. Non, c'est très intéressant. Oui, c'est vrai, on l'a conçu comme protecteur de sortir d'une ambiguïté qui n'existait qu'au détriment des lanceurs d'alerte, par construction. Et effectivement, on peut s'interroger sur le terme direct. Voilà. Merci. L'autre point, c'était sur l'article 2, le facilitateur. Nous, on est favorable effectivement avec la protection des facilitateurs personnes morales à condition de limiter le secteur non commercial, en fait, à but non lucratif. Mais ouvrir à tout type de personnes morales, ça me paraît quand même. Ah oui, donc vous préconiseriez. Vous voyez bien que le cas de figure, c'est qu'il peut y avoir une entreprise traitante d'un donneur d'ordre, le salarié, voilà, mais en fait, l'entreprise va appuyer son salarié, et en fait, c'est dans un rapport de force commerciale, sort en fait, à mon avis, de l'esprit et de la lettre de votre proposition de loi. Ah oui, donc vous mettriez quelque chose comme. À mon avis, à but de personne morale, à but non lucratif, tout simplement. Ah oui, à but non lucratif. Morale. Est-ce qu'il y a d'autres Juste une information. Vous évoquiez votre échange tout à l'heure, et merci pour cette précision. La question des modalités du soutien financier. Et effectivement, ça vient, les informations que vous avez apportées tout à l'heure viennent répondre à compléter en tout cas le dispositif tel qu'il est proposé aujourd'hui dans le texte. La proposition de loi renvoie aux autorités la mise en place du soutien financier et du soutien psychologique. Sur lesquels on voulait évoquer justement. Mais il me semble que tant en termes de soutien psychologique qu'en termes de soutien financier, il est difficile d'en confier la mise en œuvre, la mise en place par les autorités de traitement de l'alerte. Parce qu'on ne s'improvise pas délivrer un soutien psychologique, tout comme formaliser le soutien financier, aussi répondre à des questions bien précises et techniques, parce que c'est difficile d'imaginer aujourd'hui les différentes autorités possibles, la FAL, le procureur, la CNDAS, délivrer ce soutien. Donc, et pourtant, aujourd'hui, des organisations représentatives de la société civile apportent ce soutien, mais
Ce n'est pas là son notification. Donc, ça relève plus d'une interrogation que d'une proposition de notre part, parce qu'en l'occurrence, nous n'avons pas imaginé les modalités possibles. Mais effectivement, le soutien financier est un élément essentiel, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Quand une personne est mise en difficulté avec la perte de son emploi, avoir un soutien financier, c'est essentiel. Avoir un soutien psychologique, là aussi. Et il ne faudrait pas effectivement que cette modalité-là soit rendue inopérante parce qu'on l'a confiée aux autorités. Donc, aujourd'hui, vraiment, je dirais pas notre il est évident qu'une autorité ne peut pas se positionner sur la défense. Mais si on a mis l'accent sur le fait que les associations ont un rôle en fait, facilitateur et qu'elles peuvent parfaitement prendre en charge l'aspect psychologique, et comme vous disiez, il y a le fonds de soutien aux associations, en fait, l'aspect psychologique peut être pris en charge dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'on en viendrait, à mon sens, parce qu'en plus on sort de l'école constitutionnelle avec notre rédaction qui était pointée, ce qui serait probablement, à mon sens, et puis on travaille sur le sujet, c'est qu'on a 3 niveaux. On a vraiment la représaille en elle-même et la pénalisation de la représaille qui permet d'être très dissuasif sur la représaille. Au-delà des indemnités liées à la elle-même, qui entre en cadre spécifique en fonction de c'est la première chose. Un deuxième élément, l'élément de prise en charge des coûts, comme je le disais, de la défense prise en charge par l'attaque et sur des séries de sujets particuliers. Et troisième point, troisième point, je pense que c'est après au monde associatif et aidé par les fonds publics, mais au monde associatif, de prendre en charge une notion plus souple, agile, en rendant des comptes, bien sûr, en rendant des comptes. Mais je pense que c'est un moyen effectivement demander à chaque autorité de définir ses propres règles, d'accompagnement financier et psychologique, ça va à l'échec. Je pense qu'on retirera ça pour se recentrer sur les 3 points-là que j'ai évoqués, qui me semblent effectivement pertinents. On avait deux ultimes points. Sur l'article 4, on s'interrogeait en fait sur la question de la confidentialité. Parce que si le mécanisme de protection est prévu dans les entreprises, si le mécanisme de protection qui est prévu par les entreprises est efficace, et c'est une condition sine qua non, et vous y mettez tout l'arsenal nécessaire pour que l'exploitation, l'anonymat, c'est quand même pas une très bonne chose. Je trouve que parce que ça. Qu'est-ce qui est pas une bonne chose? L'anonymat. Donc, nous, on est. En tout cas, on ne soutient pas l'anonymat. Voilà. On ne soutient pas l'anonymat, non l'effectivité des mécanismes de signalement mis en place par les entreprises, sécurisant la relation de confiance qu'il faut avoir. Voilà, donc je voulais vous signaler ce point. Et puis le dernier, c'est qu'on s'interrogeait sur le point de savoir pourquoi on attend 6 mois pour mettre en œuvre le premier jour du 6e mois selon cette application. C'est de retourner parce que on est quand même l'article 12. La présente loi entre en vigueur le premier jour du 6e mois selon cette application. On pourrait imaginer que s'il y a des dispositions transitoires, on discute tout de suite. Et je dirais d'autant plus qu'on avait l'obligation de transposer la directive avant la fin de l'année 2021. Dire qu'on la met en œuvre en fait au 1er juillet 2021, je trouve 2022, pardon, je trouve que c'est. Je pense qu'il y a un temps d'organisation aussi, mais je comprends. Voilà. Bien, bah écoutez, il me reste à vous remercier. Si je peux me permettre, je vais aussi remercier pour tous les travaux et échanges qu'on a pu avoir en avril, parce qu'elle a contribué aux réflexions qui nous ont amené à cette rédaction. Je peux vous remercier. Et puis, vous remercier d'avoir été là. Merci. Merci. La qualité de l'échange permet vraiment de faire valoir les aspects d'un texte qui est essentiel. Merci. Merci.